On va vous présenter donc une petite conférence autour de la forme scolaire repensée par l'outil numérique, par l'intégration du numérique. Et on va finir par une présentation d'un dispositif qui est porté par la DNE depuis 2016, qui s'appelle Archiclass et qui a pour objectif de vous accompagner dans vos projets d'aménagement, de rénovation de la forme scolaire. Alors, je suis Christophe Caron, je suis directeur de projet forme scolaire et numérique, et à ce titre, donc, je pilote le dispositif Archiclass qui va vous être présenté, mais également un autre programme qui s'appelle le programme TEDI. Je vais vous en parler quelques secondes. C'est un programme qui dote toutes les académies de solutions robotisées de téléprésence à destination des élèves empêchés, donc qui sont gravement malades, hospitalisés ou à domicile. Et donc, ça leur permet de garder un lien social avec l'école. Voilà. On envoie grâce à ce dispositif, à ce programme, on envoie un signal aux familles en disant que l'école est toujours là, que malgré la maladie, on ne perd pas le lien, et que si en plus on peut permettre à un enfant de garder espoir et de garder un lien avec ses camarades et ses enseignants, c'est déjà un point positif pour la poursuite de son chemin. Bonjour, je suis Marie Barra, je suis professeure en arts plastiques et j'ai la chance d'enseigner à Toulon en BTS communication actuellement. Et j'ai aussi la chance de travailler avec Christophe Caron sur ce projet, ce dispositif Archiclass qui permet en fait de produire des ressources pour vous accompagner, pour accompagner tous les acteurs de l'école dans cette réflexion sur la forme scolaire et sur l'aménagement des espaces. On va commencer cette conférence par une citation qu'on aime bien utiliser avec Marie, une citation d'Einstein qui dit « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Alors pourquoi cette citation? Simplement, ce qu'il faut faire, c'est un pas de côté et se dire « On va explorer les possibles ». Voilà. Peut-être qu'on a déjà sa propre pédagogie, on sait déjà comment on enseigne, mais peut-être que grâce à cette réflexion, on va pouvoir avancer, penser différemment, et c'est cette réflexion qui va peut-être faire bouger également les espaces au sein d'un établissement ou d'une école. Alors la forme scolaire, on vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc c'est une notion, un concept qui vient de la sociologie. Vous retrouverez d'ailleurs dans le magistère qui a été évoqué tout à l'heure une très belle définition et puis d'autres réflexions sur cette notion-là. Donc c'est une notion qui vient du sociologue Guy Vincent, qui a développé ce concept, on va dire, et à chaque fois, donc c'est une réflexion sur les différents éléments qui vont organiser l'école. Et donc il explique bien que la forme scolaire est quelque chose qui est lié à notre tradition, à notre histoire, et donc déjà on peut sous-tendre ou en tout cas comprendre que suivant les pays, il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes besoins pour l'école, et donc il n'y a pas la même organisation. Et donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'en France on a un besoin à l'école d'organiser l'espace, le temps, avec des règles, avec un système qui est mis en place pour pouvoir accueillir un certain nombre d'élèves avec un enseignant et de pouvoir gérer tout ça. Et donc on a organisé l'école de cette façon-là. Dans d'autres pays, il y a d'autres types d'organisation. Et donc cette forme scolaire est quelque chose qui est organisé, mais en même temps, on peut à l'intérieur de ces règles, de ces contraintes, eh bien faire bouger ou en tout cas travailler à faire évoluer certaines choses. Alors, comme l'a dit Marie, il y a 3 piliers de la forme scolaire. On pense forcément, quand on parle de forme scolaire, à l'espace. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a les 2 autres qui sont aussi importants. Il y a le temps, puisque quand on fait classe dans un cadre temporel, souvent avec des séances de soit 50 à 55 minutes, etc., dans une journée avec des séquences de travail. Et puis, il y a des règles, des façons de mettre en place l'enseignement, avec, par exemple, être assis ou être mobile, lever la main pour demander la parole. Voilà, ce sont toutes ces règles-là qui forment les 3 piliers de la forme scolaire, avec, bien entendu, l'espace spécifique. Il faut bien comprendre que si on bouge un des critères, les 2 autres vont bouger. Si vous avez une réflexion autour de l'espace, en théorie, le temps va devoir être modifié également et les règles également. Si on passe d'un enseignement magistral à un enseignement beaucoup plus
porter sur la pédagogie active, vous allez devoir réfléchir à la façon dont les élèves vont se mettre au travail. Donc peut-être ils vont devoir travailler en mode collaboratif, travailler ensemble, en mode individuel. Donc les règles vont changer, la mobilité aussi. Et puis le temps également va être impacté, puisqu'on va peut-être passer de séances de 50 minutes à des moments un peu plus longs, où on va peut-être doubler le temps de travail sur certaines disciplines. Alors l'idée en fait, c'est qu'à l'intérieur d'un cadre qui ne peut pas être vraiment changé, on va pouvoir faire évoluer certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de remettre en question certaines choses? Bien, parce que il y a un problème d'uniformité. Alors c'est peut-être pas forcément un problème parfois, mais on se rend compte quand on enseigne que effectivement, peut-être que la classe en autobus, donc en rangée, hein, donc c'est très visuel. L'idée, c'est que ce n'est pas forcément pratique de travailler, par exemple, si on veut travailler en groupe, eh bien, ça ne va pas être l'organisation la plus facile. Donc il y a une certaine rigidité parfois dans une organisation qui va pouvoir être remise en question. L'idée aussi, c'est que vous avez bien compris que l'aménagement de l'espace va aussi permettre de travailler différemment avec les élèves, de changer de façon de travailler, de changer de sa pédagogie. Et donc c'est bien ça aussi, d'aller un petit peu remettre en question l'uniformisation de l'apprentissage, d'essayer de voir comment est-ce que l'on peut apprendre autrement, évidemment selon les besoins des élèves, selon aussi les profils des apprenants. Donc ça, c'est très important. Il y a cette idée aussi de remettre peut-être, ou en tout cas de questionner la séparation des disciplines pour remettre un peu plus de sens. Évidemment, là, on pense tout de suite à travailler en mode projet, où justement, chaque regard disciplinaire viendrait apporter quelque chose, une petite pierre à cet édifice de projet, à ce tout, et l'élève viendrait comprendre le sens des différents apprentissages. Tout ça, évidemment, c'est pour travailler la motivation et l'engagement. Pour être enseignante, moi aussi, pour avoir travaillé en REP+, puis en lycée, puis maintenant avec des BTS, la motivation et l'engagement, c'est vraiment, vous le savez aussi, la problématique première. C'est-à-dire que les élèves, s'ils ne sont pas motivés, s'ils ne sont pas engagés dans les apprentissages, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Et c'est très fatigant aussi pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de leur donner, évidemment, cette envie de travailler et pour redonner du sens aussi aux apprentissages. Les points principaux pour venir questionner la forme scolaire, c'est déjà comment mettre en place une pédagogie active. Qu'est-ce que ça veut dire pédagogie active? On va en parler. Comment personnaliser l'apprentissage et comment intégrer les nouvelles technologies, le numérique, pour permettre justement de simplifier un peu la tâche de l'enseignant, d'avoir une aide autour de la personnalisation par l'outil numérique. Alors justement, l'outil numérique, quelles sont les plus-values quand on l'intègre à sa pratique d'enseignement? C'est déjà d'avoir une aide, comme je disais, dans la personnalisation, de l'engagement et la motivation des élèves, d'avoir accès à une abondance de ressources, de préparer bien entendu aux compétences numériques et d'avoir de plus en plus un feedback de plus en plus rapide sur les résultats des élèves et sur la façon de remédier aux difficultés. Alors, enseigner aujourd'hui, on le sait, c'est pas toujours évident puisqu'on a en face de nous des profils très différents. Il faut donc faciliter l'accès à l'information, mais c'est surtout aussi notre rôle de pouvoir encadrer cet accès ou en tout cas guider. Donc effectivement, le rôle de l'enseignant est peut-être aussi à questionner. Notre rôle actuellement est un petit peu différent. Il faut accompagner nos élèves dans cette recherche d'informations et s'assurer qu'ils trouvent les bonnes sources, qu'ils soient vraiment pertinents. Donc on aide à développer plusieurs compétences, évidemment, la recherche du sens critique. Donc ça, on parle des compétences du XXIe siècle, ces fameuses compétences qui sont très importantes pour le monde de demain, évidemment aussi pour le monde d'aujourd'hui, mais encore plus pour le monde de demain, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des élèves que l'on a à l'école feront un travail, il y a des études qui montrent qu'ils feront un travail qui n'existe même pas encore. Et donc l'idée, c'est qu'il faut leur apprendre à pouvoir évaluer la fiabilité des sources, il faut favoriser une approche qui va essayer de leur permettre de résoudre des problèmes, de les rendre plus créatifs. Quand on a un problème, on doit chercher une solution. Nous, en art plastique, c'est toujours notre leitmotiv. Et effectivement, comment est-ce qu'on va... il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et l'idée que l'élève soit créatif, soit positionné dans une
dans une posture active de réflexion, c'est très intéressant. Ça développe sa pensée critique plutôt que simplement d'être un réceptacle d'informations, on va dire. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse effectivement être acteur de son parcours. Je l'ai dit un petit peu, je mélange un peu, mais l'idée de promouvoir aussi la collaboration, on se rend compte que ça fait aussi effectivement partie des compétences du XXIe siècle, que c'est une compétence très importante, travailler ensemble, pouvoir travailler en équipe, c'est pas évident, c'est pas simple. Et je le répète, développer la créativité, tout ça, ce sont des compétences clés qui sont à mettre en œuvre et qui nécessitent forcément une réflexion sur l'espace, sur le temps, sur la pédagogie, sur la façon dont on va pouvoir concevoir notre relation avec les élèves, notre pédagogie. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir réfléchir là-dessus. Et plus qu'intéressant, je crois que c'est vraiment nécessaire. Être un élève en 2024, je le répète, il y a vraiment cette idée d'être inspiré. Moi, j'ai été frappée de voir que mes élèves n'étaient pas du tout motivés, parfois tout le temps. Et je me dis, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, quand on est jeune, c'est quand même désolant d'avoir des élèves qui ne sont pas motivés. Donc, eh bien, que ce soit au collège, au lycée ou en BTS, eh bien, trouver des solutions pour que leur vie scolaire, leur vie à l'école, puisqu'ils y passent beaucoup de temps, eh bien, soit inspirante. Apprendre, c'est quand même une chance et c'est quand même la clé d'une vie future qui soit quand même plus intéressante. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'ils soient acteurs. On le répète, être passif. Il y a beaucoup encore d'élèves passifs dû à beaucoup de raisons, mais essayer de les pousser à être un petit peu plus acteurs, les activer en quelque sorte, plutôt qu'avoir un comportement un peu robotisé. C'est intéressant, c'est même nécessaire la plupart du temps. Et donc, ça nécessite de travailler avec des pédagogies actives, d'essayer de piocher un peu à droite à gauche. Moi, j'appelle ça le butinage pédagogique. Essayer d'aller piocher dans différentes méthodes des éléments qui pourraient être mis en œuvre dans sa classe, selon son contexte, ses élèves, ses envies, ses besoins. L'idée, effectivement, aussi, aujourd'hui, les élèves ont besoin d'être considérés à l'école. Ils ont trop souvent l'impression de subir beaucoup de choses, le temps, les règles. Alors, au collège, il y a énormément d'enseignants, chacun a sa propre règle, ils doivent tous s'adapter. Bon, il y a quand même quelque chose, ils subissent aussi les postures, trop souvent traditionnelles, assis à la chaise, sur une chaise, toute la journée. Et donc, c'est vrai qu'ils ont l'impression, enfin, moi, c'est en tout cas ce qu'ils me disaient, de ne pas être assez libre, ou en tout cas d'avoir un sentiment de liberté, parce qu'évidemment, on est d'accord que c'est différent. Mais être considéré, ça veut dire penser à la dimension de bien-être, penser au confort des élèves, penser à leur bonheur, à la socialisation aussi, et donc prévoir ces moments-là, prévoir ces interactions dans des moments différents. Alors, avec tous les témoignages qui nous sont remontés, on a essayé de lister 8 points pour créer un environnement pédagogique stimulant. Le premier point qui apparaît, c'est celui des espaces flexibles. Voilà. D'avoir des espaces qui s'adaptent aux différents types ou aux situations d'apprentissage. Le deuxième point, c'est celui d'utiliser pertinemment le numérique. Il ne s'agit pas de faire du tout numérique, mais de l'utiliser à certains moments pour un objectif précis. L'accessibilité aux ressources pédagogiques également, et puis la mise en place, comme le disait Marie tout à l'heure, d'espaces de collaboration où les élèves vont pouvoir travailler ensemble dans une pédagogie de projet. Alors, le cinquième point, ou en tout cas ce qui semble aussi très pertinent, c'est de varier les environnements d'apprentissage. Toujours pareil, pour combattre l'ennui, mais aussi pour proposer aux élèves certains choix. Est-ce qu'on va pouvoir travailler en atelier? Est-ce qu'on va pouvoir s'isoler? On verra par la suite que Archiclass permet de conceptualiser ces différentes typologies d'apprentissage, et donc d'espaces d'apprentissage, pardon, et donc varier les espaces pour pouvoir justement proposer différentes façons d'apprendre, pour travailler à différents moments, selon les besoins, selon les envies, selon les activités, selon les projets. Et donc ça, c'est très important. L'idée aussi alors, flexibilité dans l'agencement du mobilier,
Attention, flexibilité, ça ne veut pas forcément dire tout sur roulette, ça veut juste dire que flexibilité dans les usages, ça veut dire qu'un mobilier peut être utilisé différemment. Une grande table, on peut l'utiliser pour se retrouver autour et travailler ensemble, mais on peut aussi travailler seul sur la grande table, ou on peut travailler différemment. Donc l'idée, c'est que le mobilier peut être utilisé différemment. Et c'est là, en ça, que l'espace et le mobilier peut être flexible. Alors ça, Christophe, ça c'est pour toi. C'est le dada de Christophe. Le retour à la nature est important, on le voit avec le mouvement autour de la classe dehors. Voilà. Il est essentiel d'avoir aussi des éléments naturels à l'intérieur de la classe ou de l'établissement scolaire pour participer aussi à la notion de bien-être. Ça, c'est essentiel. On le voit de plus en plus. Et évidemment, on le répète, le confort est important. Alors, parfois, on pense que le confort des élèves, c'est pas. Voilà, on m'a dit oui, mais l'école, c'est pas fait pour être confortable. Bon, en même temps, quand vous aurez passé toute une journée assis dans ces fauteuils, peut-être que vous aurez aussi envie de bouger, de circuler, de changer de posture. Et donc l'idée aussi, c'est pas juste, comme on dit, mettre des coussins et faire quelque chose de transgressif ou d'un peu démagogique. Hein. L'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que quand on est bien assis, quand on est bien installé, quand on peut travailler debout à certains moments, eh bien, on travaille mieux en fait que lorsque notre corps est contraint, qu'on a mal aux genoux, etc. Donc l'idée du confort, de l'ergonomie, c'est une vraie réflexion qui va permettre de faciliter les apprentissages et qui permet aussi tout simplement de prendre soin des élèves, mais tout simplement aussi de prendre soin de notre façon de travailler. Alors, les différentes postures, donc vous retrouvez cette étude, cet élément-là sur Archiclass. Et donc, les postures d'apprentissage, malheureusement, la posture d'apprentissage est encore un petit peu trop standardisée, à mon goût en tout cas. Cette fameuse chaise, le bureau, on se rend compte que c'est la posture que les élèves utilisent le plus. Et pourtant, eh bien, encore là, il y a d'autres façons de travailler. On peut travailler assis par terre, allongé par terre. On peut travailler debout. Tout ça encore pour favoriser l'activité cérébrale. Enfin, il y a des études qui montrent que le flux sanguin au cerveau, eh bien, il va falloir bouger un petit peu pour pouvoir accélérer tout ça. Donc, on est toujours dans l'idée d'activer les élèves en proposant aussi de pouvoir avoir différentes postures pour travailler. Là, on avait demandé à un designer d'aller observer. L'observation, c'est important, d'aller observer des élèves travailler dans un CP dédoublé de Saint-Étienne. Et il avait listé un certain nombre de postures qu'il avait remarquées. Donc certaines sont à proscrire parce qu'elles peuvent être dangereuses pour la fatigue musculaire. Et d'autres sont à essayer, tenter, pour justement permettre un mouvement, pour libérer le mouvement des élèves. Alors, quelque chose qui est important et qui va permettre aussi de réfléchir aux espaces, c'est de réfléchir à la polyfonctionnalité des espaces. Un espace est souvent dédié à une fonction. Là, en l'occurrence, vous avez en exemple un hall d'entrée dans un collège, le fameux collège Blénaud-les-Pont-à-Mousson, voilà, que je n'arrive jamais à dire. Et donc, ce hall d'entrée qui a donc une fonction d'accueil au départ et qui est donc un sas entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien là, il a été réaménagé pour que ça devienne une vraie agora, on va dire, une place des élèves avec des espaces pour pouvoir... Donc vous voyez qu'il y a précisément des casiers où ils peuvent ranger leurs affaires, donc il y a une utilité particulière, mais il a été aménagé de façon à avoir des tables pour qu'ils puissent travailler, il y a des espaces de convivialité, des fauteuils, il y a des gradins pour pouvoir lire, il y a des tables hautes, etc. Donc, tout ça, évidemment, peut être bougé, donc ça ne gêne pas la circulation, etc. Mais en revanche, il y a une autre fonction qui a été donnée à cet espace qui est assez grand et qui va permettre de devenir un espace convivial pour travailler, se rencontrer, se sociabiliser, etc. Le même espace avec une autre vue. Donc là, vous voyez les gradins, mais aussi les surfaces d'inscription. Et on voit des élèves actifs et d'autres élèves qui sont en train de travailler, isolés, ou pas isolés dans le sens dans un espace isolé, mais qui se sont mis au travail, qui essayent de se concentrer et qui travaillent. Et on voit bien différents types. Vous avez des poufs, etc. Donc on peut changer les postures. On peut être avec les autres tout en étant un petit peu à côté. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir cette liberté
pour les élèves à l'intérieur de ce cadre qui est donc l'espace scolaire. Ça, c'est vraiment une thématique qui revient beaucoup, puisque on manque souvent cruellement d'espace dans les écoles ou les établissements scolaires, surtout quand on veut mettre en place des petits groupes de travail. Il y a également la réflexion autour de l'utilisation de ce qu'on appelle les espaces interstitiels, donc les espaces de passage, les couloirs, les escaliers, etc., qui peuvent devenir, pendant un petit temps, et dans le cadre d'un contrat avec les élèves, des espaces de travail également. Voilà. Quand les règles de sécurité le permettent. Alors, une étude qui date de 2015, c'est une étude de l'université de Salford. Donc, vous retrouvez cette étude sur le site Archiclass. Et donc, c'est une étude qui a montré que l'environnement physique avait un impact direct sur les résultats scolaires académiques des élèves. Donc, l'environnement physique, qui pourrait être considéré comme quelque chose d'accessoire, même si on en a tous l'intuition, enfin, moi je pense que je travaille mieux dans un espace agréable, mais là, cette étude montre bien que l'environnement physique stimulant eh bien, a une répercussion sur l'amélioration des résultats des élèves. Et donc ça, c'est très important, ce n'est pas accessoire. Et effectivement, la motivation des élèves ou leur capacité à s'engager dans les apprentissages peut être aussi travaillée avec un espace qui a été réfléchi et raisonné. Ici, vous avez un des outils qui se trouve sur le site Archiclass, qui est donc une fiche comment faire. Donc c'est une collection qui a été imaginée pour pouvoir travailler sur des thématiques et donner des petits trucs et astuces, des choses qui sont vraiment qu'on peut mettre en place sans forcément beaucoup de moyens, basé sur des exemples concrets. Ici, la problématique de la couleur, qui alors là, pour le coup, pour beaucoup, paraît très accessoire. Mais là encore, donc dans cette fiche, vous avez des exemples concrets et vous avez aussi un article qui montre en fait que effectivement il y a beaucoup d'études qui montrent que la couleur a un impact très important sur nous, sur nos vies, mais aussi sur les apprentissages. On sait tous que les enfants, eh bien, c'est rarement, en tout cas leur couleur préférée, c'est rarement le blanc, et que des espaces colorés qui peuvent aider à se repérer, qui peuvent aider à identifier. Je rappelle que la couleur a une fonction, ça sert notamment en signalétique pour repérer, identifier, mais aussi regrouper, pour aussi stimuler, etc. Donc on est bien sur des fonctions qui sont très importantes à prendre en compte, et vous retrouvez sur le site tout un dossier sur la couleur qui peut aider pour l'aménagement scolaire. Le confort acoustique, donc là vous avez en exemple aussi la fiche mobilier qui fait partie donc d'une plus grande collection. Évidemment, qui dit travailler en atelier ou en groupe dit forcément un niveau sonore un peu plus élevé. Donc l'idée c'est de pouvoir y réfléchir ou en tout cas en prendre connaissance. Donc dans cette fiche, vous pourrez retrouver des éléments pour permettre de travailler sur ce fameux confort acoustique. Le confort lumineux, tout ceci, ce sont des éléments que l'on va retrouver dans cette étude de Salford. Donc, il montre que ces éléments-là, qui font la qualité de l'environnement, eh bien, sont à prendre en compte. Donc, un éclairage, qu'il soit naturel, qu'il soit artificiel, comment est-ce qu'on peut travailler sur cet éclairage, comment est-ce qu'on peut travailler en fonction des besoins, des activités avec un confort différent. Évidemment, ça dépend à chaque fois de la classe que l'on a, de l'espace que l'on a, est-ce qu'on a le soleil qui arrive directement ou pas, etc. Donc après, ce sont des aménagements à imaginer en fonction de ses besoins propres. Alors la qualité de l'air, ça paraît évident maintenant, mais c'est toujours très important de pouvoir renouveler l'air et d'avoir un air frais et qui vivifie, ou en tout cas l'idée de pouvoir augmenter les apprentissages. Donc ça nous semblait important de faire ce point-là autour de certaines thématiques. Maintenant, on va voir, en termes de méthodologie, des principes pour mener un projet autour de la forme scolaire. Notamment dans le cadre de Nefle, notre école faisant ensemble, il y a un certain nombre de projets qui se montent. Le premier principe à respecter, c'est de ne pas réfléchir seul. On l'a vu tout à l'heure, la réflexion pédagogique doit être assez intense, assez profonde, et il faut, comme on le disait au début de cette présentation, faire un pas de côté. C'est-à-dire, si on réfléchit seul, on va pas se challenger, et donc il va falloir rassembler une équipe avec des qualités différentes. Ça peut être des collègues, bien entendu, ça peut être également des représentants d'élèves,
ça peut être aussi des représentants de parents d'élèves, des personnes qui entrent dans l'établissement, hein, bien entendu. Ça peut être également le directeur, la directrice d'école ou le chef d'établissement. Et donc, il faut monter un petit groupe de travail et essayer de se dire vers quoi on veut aller. Il ne s'agit pas de faire un constat de ce qu'on sait faire, mais d'essayer de se réinventer pour essayer de travailler un peu différemment, en se challengeant et en prenant, bien entendu, le droit à l'erreur, essayer peut-être un nouveau type de pédagogie, essayer d'intégrer le numérique un peu plus dans certaines situations de classe, et puis essayer aussi de voir les critères qui vont permettre d'évaluer un petit peu ce chemin. Voilà. Et puis surtout, essayer de se dire que c'est la pédagogie qui va, on va le voir, qui va concevoir les espaces et qui va nous permettre de réfléchir autrement la forme scolaire. On va passer à la présentation d'Archiclass, puisque Archiclass répond à ces problématiques. Déjà, pourquoi Archiclass? Pourquoi c'est la direction du numérique qui porte un projet autour de la forme scolaire? C'est que le ministère a été questionné, interpellé par un certain nombre de collectivités territoriales qui lui ont dit que, bien entendu, ils savaient construire des écoles, des collèges, des lycées répondant aux normes du 21e siècle, mais que quand ils entraient dans les classes, ils observaient encore beaucoup de classes en autobus, d'enseignement magistral, et qu'ils souhaitaient que le ministère les accompagne dans ce chemin vers une intégration de l'outil numérique qui permettrait une pédagogie plus active. On a rassemblé un certain nombre d'acteurs, on a travaillé avec des designers, on a travaillé avec des collectivités, des enseignants, des chefs d'établissement, et on s'est questionné sur la façon de faire évoluer ces pratiques pédagogiques. Et donc, on a mis en place une démarche et des outils concrets, puisqu'en fait, la réponse du ministère, c'est que pour aider les collectivités, pour les accompagner dans ce chemin-là, il était essentiel qu'elles se nourrissent des pratiques et des besoins pédagogiques des usagers de l'école. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir des espaces qui vont être pertinents si on ne demande pas leur avis aux usagers de ces espaces. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des moments de co-définition des besoins, de co-construction et de collaboration pour permettre des échanges entre la collectivité qui porte un projet et les acteurs de l'école, comme on les appelle, qui vont venir nourrir ce projet de pédagogie. Voilà. Donc il faut remettre de la pédagogie dans les projets architecturaux des collectivités territoriales. Une démarche qui est proposée sur le site Archiclass, qu'on peut résumer en 3 phases. La première phase, c'est une phase d'acculturation. On va demander un partage de l'ambition du projet par la collectivité, notamment en termes d'intégration de l'outil numérique. Quelle est la vision de la collectivité sur cette intégration? En phase 2, c'est là qu'on va parler pédagogie, c'est là qu'on va essayer de réunir l'ensemble des acteurs pour qu'ils travaillent ensemble avec des allers-et-retours pour permettre justement une réflexion pédagogique importante, donc avec du temps dédié, et puis une réflexion qui va permettre d'imaginer ou de repenser justement les espaces. Et puis en phase 3, on va stabiliser la réflexion pour permettre le travail du programmiste et de l'architecte. Donc c'est une démarche qui est proposée sur le site internet, qu'on pourrait appeler de l'accompagnement en maîtrise d'usage, de l'AMU, qui est une démarche assez nouvelle dans l'éducation, mais qui existe quand même depuis un certain nombre d'années, et qui permet justement de remettre l'usager au centre de la réflexion. Une démarche avec des outils qui sont proposés sur le site, mais pour des projets, on va dire, d'aménagement ou de rénovation, c'est possible de le faire comme ça en direct, mais parfois il est bon aussi pour des collectivités de se faire accompagner par de l'AMU, justement. Il existe bien un travail du programmiste, de l'architecte. Pourquoi il n'y aurait pas également un temps réservé au recueil des besoins des usagers et des synthèses qui permettent de trouver des points d'accroche pour remettre de la pédagogie dans l'architecture. Alors ça veut dire un temps particulier. On voit même sur la forme scolaire, même ici, on a besoin d'un temps particulier.
en ce qui concerne les projets de forme scolaire, on estime qu'il faut entre 3 et 9 mois selon la taille du projet, rien que pour la réflexion pédagogique. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement de dire, quand on est une collectivité, ben voilà, on va vous présenter le projet en une demi-journée. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment permettre aussi aux enseignants d'avoir du temps de réflexion et qui permettent d'entrer dans une démarche de réflexion pédagogique, car c'est cette réflexion qui va nourrir les espaces, la conception des espaces, et qui va nourrir donc, le projet global. Et donc vous voyez que cette démarche-là, elle se fait vraiment en amont du programme. Il ne s'agit pas de le faire quand l'architecte est choisi, qu'il entre dans le projet. Ça, c'est trop tard. Voilà, il faut le faire vraiment en amont. Donc vous verrez sur le site Archiclass, dans sa forme actuelle, qui va évoluer cette année, que vous allez avoir 3 entrées. Soit un projet de construction, un projet de rénovation ou un projet d'aménagement, de réaménagement d'un espace scolaire. Voilà. Quand vous cliquez sur ces entrées-là, vous allez avoir un déroulé. Ce déroulé, il est nourri de ce que savent déjà faire les collectivités territoriales, ce que vous retrouvez en bleu. C'est-à-dire on est allé observer un conseil départemental pendant 1 an, on a vu sa façon de travailler, et on a donc synthétisé les différentes étapes de son travail. Par contre, la force d'Archiclass, c'est de venir proposer des entrées pédagogiques à certains moments clés. Donc vous les voyez en orange. Vous avez des ateliers de travail, des ateliers de réflexion, de diagnostic et d'usage. Et donc, en cliquant sur chacun de ces ateliers, vous avez donc la nature de ce qu'il faut faire, les acteurs à rassembler, le temps à proposer, et vous avez tous les outils pour mettre en place ces ateliers. Donc là, c'est la démarche qu'on va venir un peu muscler dans les prochains mois, puisqu'on va essayer de faire en sorte que Archiclass soit scindé en 2 Archiclass. Archiclass pédagogique et Archiclass méthodologique pour donner une place encore plus importante justement aux collectivités territoriales. Donc là maintenant on va vous présenter les outils qu'on a mis à disposition et qu'on met régulièrement à disposition depuis la publication du site, c'est-à-dire depuis 2018. Tous les ans, on essaie d'enrichir le panel d'outils à disposition pour venir enrichir la réflexion. Alors là, je vais vous présenter ces fameux espaces d'apprentissage qui peuvent paraître un peu barbares, mais qui sont issus de la recherche. Donc au départ, c'est une designeuse danoise, Rosanne Bosch, qui a imaginé une relation entre l'espace physique, l'aménagement de l'espace physique et des situations d'apprentissage. Et donc elle a imaginé, Christophe, tu peux passer sur la prochaine. Elle a imaginé des espaces, alors par exemple l'espace scène, donc présenté, s'entraîner à l'oral, donc là typiquement on est dans un espace scène. On peut imaginer aussi un espace feu de camp pour échanger, travailler en groupe. Le fameux espace grotte qui peut paraître un petit peu lunaire au départ, mais donc l'idée c'est de se concentrer, réfléchir individuellement. L'espace oasis, interagir, dialoguer de façon informelle. On pense au café Une idée de tout à l'heure, ça va être tout à fait un espace oasis. Labo, comme son nom l'indique, on expérimente et on va produire avec le numérique. Alors attention, les labos ne sont pas réservés à certaines disciplines. On peut tout à fait imaginer des labos dans absolument toutes les matières, puisque l'idée c'est d'expérimenter, de pouvoir travailler avec les concepts, avec les idées, et à chaque fois, on peut le faire évidemment dans toutes les disciplines. L'espace source, donc là en revanche c'est un espace qui a été imaginé spécialement pour la forme scolaire française, puisque dans les recherches de Rosanne Bosch, il y avait un espace movement, donc défouloir, qui évidemment n'est pas tellement adaptable à nos espaces d'apprentissage ou à nos espaces éducatifs. Donc l'espace source, très important, rechercher, se documenter. Évidemment, on pense à la source physique, la bibliothèque, mais on peut penser à la source numérique, Internet, et puis des sources aussi comme des murs de QR code qui peuvent être des sources virtuelles, qui peuvent permettre d'avoir de l'information, de guider vers une information qui serait en tout cas la bonne information ou une source pertinente. Donc à chaque fois, ces espaces sont des espaces qui ne sont pas des espaces figés. On peut tout à fait imaginer un espace feu de camp, et puis qui peut, parce qu'on va tout simplement bouger une assise, une chaise, on peut tout à fait avoir un espace grotte. L'espace grotte, pareil, hein, c'est pas, on va pas
faire un espace enfermé, etc. C'est aussi une grotte virtuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vais m'asseoir, vous avez vu ce hall avec ce mobilier, avec tous ces exposants, vous allez voir qu'il y a certaines assises, les poufs où on est très au sol, etc. Concrètement, là, c'est compliqué de travailler avec quelqu'un dans cette posture-là. Donc ça veut dire que je peux prendre mon livre ou travailler avec ma tablette, me concentrer sur une assise qui, justement, permet cette bulle d'apprentissage. Ensuite, les autres espaces, c'est la même chose, en fait. Ce ne sont pas forcément des espaces qui sont immuables, qui durent dans le temps, c'est des espaces qui bougent, qui sont, on va dire, en mouvement et qui peuvent être transformés tout simplement en bougeant le mobilier. Évidemment, ça dépend toujours de l'espace que l'on a à disposition. Moi, dans mon premier projet, j'avais une grande salle et donc il n'y avait pas l'idée de pouvoir bouger. Il fallait juste créer des espaces différents pour pouvoir accéder à différents types de zones. Rosanne Bosch, elle dit « Les espaces physiques d'apprentissage devraient être aussi variés que les personnes qui les côtoient ». Et c'est un petit peu parfois ce qui nous manque. On a une petite tendance à standardiser et à avoir cette même classe autobus partout. L'organisation par défaut, comme dans un logiciel, quand on a la typographie Times New Roman qui arrive par défaut, eh bien, l'autobus, c'est un peu ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir questionner, ou en tout cas, de pouvoir se poser la question tout simplement. L'autobus peut être tout à fait pertinent à certains moments, mais si on veut travailler en groupe, en atelier, si on veut que les élèves soient plus créatifs, peut-être qu'il va falloir imaginer une autre façon de travailler. Et donc ça veut dire que dans le choix du mobilier, il va falloir trouver du mobilier qui soit assez léger, modulable, pour permettre justement cette réorganisation de la salle. Ça veut dire également aussi que ces espaces ne sont pas forcément des espaces qu'il faut avoir de façon innée tout le temps dans sa classe. Les espaces des classes sont des espaces assez contraints encore, et donc il ne s'agit pas d'avoir un feu de camp, une grotte, un labo, etc. partout. On peut réfléchir aussi au niveau de plusieurs classes ou au niveau d'un plateau d'une école ou d'un établissement scolaire. Alors, Archiclass, du coup, sur le site, met à disposition différentes collections de fiches et d'outils qui vont permettre de réfléchir à toutes ces questions-là, qui vous permettent d'accompagner et de pouvoir travailler, faire évoluer vos pratiques et vos espaces, justement grâce à des collections de fiches. Donc, vous avez la collection de fiches mobilier. Tu veux parler ? On va aller voir. Juste une petite remarque. Il y a une collection de fiches sur les TNE, avec un premier TNE qui témoigne. Ce sont des fiches territorialisées. Donc là, c'est une fiche consacrée au TNE de l'Aisne. Voilà. On serait ravis d'avoir une fiche sur le TNE des Bouches-du-Rhône. Je lance un appel. Alors, donc là, vous avez la collection des fiches mobilier. Donc, à chaque fois, toutes les fiches sont téléchargeables depuis le site. Vous avez aussi un document maintenant PDF qui regroupe toutes les fiches. Donc, vous n'avez qu'un seul téléchargement à faire. C'est magique. L'idée ici, c'est d'avoir une sorte de panorama en fonction de certaines thématiques sur le mobilier ou les éléments de mobilier à disposition en fonction de problématiques. Donc, par exemple, au niveau des assises, si on a une problématique de gain de place ou une problématique, on aimerait des assises dynamiques, merci Christophe, des choses comme ça. À chaque fois, vous avez les atouts et les inconvénients avec des images d'écoles, de vraies salles de classe en France, pas au Danemark ou en Suède. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, de montrer comment, concrètement, certaines assises peuvent être pertinentes et peuvent permettre de travailler différemment, de changer les postures. Vous avez d'autres thématiques, l'éclairage, le plan de travail, des choses comme ça. Donc vous avez toute une collection que vous pouvez tout à fait aller voir. Donc une autre collection qui est aussi téléchargeable en une seule fois avec 15 fiches, je crois. Donc la collection Comment faire, donc c'est une collection qui est terminée maintenant. Et donc à chaque fois, là, ce sont des fiches, des petites idées pratiques que l'on peut mettre en place sans forcément un énorme budget. Toujours pareil, à chaque fois, ça vient vraiment du terrain avec des exemples de salles de classe. Et vous avez un panel assez important. Vous retrouvez d'ailleurs une fiche comment faire pour chaque type d'espace d'apprentissage, grotte, feu de camp, oasis, scène, etc., avec des exemples dans les classes. Donc c'est l'idée de cette fiche, ça a été vraiment de pouvoir
concevoir un outil pratique et de montrer comment en classe on peut mettre en place, parce que des fois on ne pense pas à certaines choses, et bien d'autres enseignants y ont pensé. Donc l'idée c'est de toujours pareil, de mutualiser un petit peu toutes ces bonnes idées et d'aller trouver ces idées-là. La fiche Quid, la collection des fiches Quid, qui est donc cette fois-ci un format un petit peu différent, avec une collection format A4 recto verso, donc une collection très synthétique qui donne la parole à un expert dans une thématique particulière. Donc le premier, évidemment, c'était la classe mutuelle de Vincent Fayet. Donc vous avez le travail de l'interview de l'expert qui va vous donner des conseils si vous voulez vous lancer dans cette pratique. Et de l'autre côté, le sketch note, là réalisé par Anne-Cécile, l'excellente Anne-Cécile Caléjon, qui donc vous montre en visuel et vous donne des pistes et vous éclaire sur toutes les thématiques et les problématiques. Vous avez par exemple effectivement cette fiche-là aussi très intéressante sur la classe maternelle multi-âge. Et donc vous avez des points clés, les besoins, le conseil de l'expert, etc. Donc si on veut se lancer, ce sont des fiches qui sont assez pertinentes. La dernière collection, une des dernières collections présentes sur le site, donc ce sont les paysages, les fiches paysages, donc les fameux paysages pédagogiques. L'idée ici, c'est de pouvoir avoir des fiches pour construire un territoire d'apprentissage. Et donc, vous avez différents types de fiches. Donc, on commence par exemple par travailler en atelier, lire et écouter, accueillir les parents, cultiver le bien-être. La dernière, c'était sur expérimenter, apprendre en faisant. Je ne me rappelais plus du titre. Et l'idée, c'est que vous avez pareil, une illustration, un visuel avec des points clés pour voir comment l'espace va permettre un élément pédagogique. Et puis, de l'autre côté, les paysages d'un angle pédagogique, géographique, numérique et ergonomique. À chaque fois, vous avez évidemment la définition de quoi parle-t-on. Et puis ensuite, évidemment, l'horizon, l'objectif de ces aménagements, de ces paysages d'apprentissage qui sont notés. Et donc là, ce sont des outils vraiment, notamment cette collection-là, qui peuvent aider à la réflexion dans des projets NEFL. Voilà. Là, il y a pas mal d'argumentations qui peuvent être aussi portées à la connaissance des équipes pour compléter le projet. Alors, une des dernières collections aussi très intéressantes, c'est la collection Place aux élèves. Cette fois-ci, ce sont des outils qui sont imaginés. Donc là, pour l'instant, on est sur le cycle 2. Le cycle 3 sort demain. Voilà. Gros spoiler. Et donc là, ce sont des fiches pour travailler avec les élèves sur ces questions d'aménagement d'espace. Donc ça, c'est une collection vraiment pertinente et qui va pouvoir être utilisée. Donc vous avez un parcours qui va permettre alors c'est en lien directement avec les programmes. Chaque fiche est aussi un recto verso où on a le déroulé de la séance, le matériel, etc. Les rapports au programme, les objectifs. Et puis de l'autre côté, vous avez un document de travail qui va permettre de travailler avec les élèves sur certaines thématiques. Et donc, on a parlé des usagers, on pense souvent aux besoins, on a dit, ou en tout cas les besoins pédagogiques des enseignants, mais souvent aussi, eh bien, les élèves ont un apport à nous donner sur leur façon de concevoir les espaces d'apprentissage, et ils peuvent être assez surprenants d'ailleurs. Et donc, c'est assez intéressant pour justement les engager davantage dans les apprentissages, les faire réfléchir sur leur espace d'apprentissage pédagogique et éducatif. Et de la même façon, l'intégralité des fiches est à télécharger en une seule fois. Évidemment. Et donc là, on va vous parler de deux outils physiques qui entrent dans la démarche qu'on vous a présentée tout à l'heure. Il y a d'abord Archilab. Donc c'est un outil, une boîte de jeu qui permet de partir des pratiques pédagogiques et d'aboutir à la conception d'espace. Pourquoi avoir mis en place cet outil-là? Parce qu'il rend nécessaire, il rend impératif le fait d'être tous autour de la table, acteurs de l'école et collectivités territoriales, puisque chacun a des choses à faire pour codéfinir les besoins. Donc voilà ce sur quoi on peut aboutir. Donc on a une maquette un peu qui vient scénariser la pédagogie. Voilà, c'est le but. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de forme de chaises ou de tables qui sont du commerce, mais on est bien sur des rondins de bois qui permettent de scénariser des situations pédagogiques. Donc on part des lieux emblématiques sous forme de totem. Donc soit on part d'un plan de masse ou du plateau de jeu et on vient délimiter les différentes zones des lieux emblématiques.
Ensuite, avec des fanions noirs ou blancs, on vient définir les besoins, soit en termes de lieu, il y a une zone de stockage ou une zone de débat, ou alors des verbes. Ici, on va collaborer, ici, on va travailler seul, etc. Et ensuite, avec des petits jetons, on vient surqualifier les besoins. Des besoins, par exemple, en éclairage, des besoins en zone d'impression, en courant faible, en courant fort, etc. Et puis, vous voyez autour du plateau des cartes. Et ces cartes-là sont les cartes pour les collectivités qui viennent challenger le projet pédagogique, puisque la collectivité aura assisté, participé, on l'espère, à la réflexion, à l'élaboration de la scénarisation. Et donc, elle vient questionner un certain nombre d'items. Ça peut être l'accessibilité, le handicap, etc. Ou le financement, tout à fait. À partir de là, par itération, on va remanier la maquette pour essayer de répondre aux contraintes de la collectivité. Et donc là, on a abouti au final à un projet qui s'inspire, qui se nourrit des pratiques pédagogiques, puisqu'elles sont scénarisées, mais qui répond également aux contraintes des collectivités qui ont également un projet territorial. Donc le but, c'est d'avoir une conception d'espace qui soit portée par l'ensemble des acteurs. Cet outil Archilab est disponible dans les académies, est disponible dans les ateliers canopés, et à la fin de l'année, on va enfin répondre à la demande de Pascal Contentin quand il était sous-directeur, c'est-à-dire qu'on va proposer les outils numériques. Voilà. On aura Archilab numérique et on aura Archistart numérique. Voilà. Donc ça permettra à un plus grand nombre de personnes de pouvoir les utiliser. Bien entendu, ce sera toujours guidé par un animateur. Donc ce ne seront pas des sites ouverts, mais qui seront disponibles sur invitation. Et donc, en parallèle de Archilab, on a proposé également Archistart. On s'est rendu compte en allant sur le terrain qu'il pouvait être un peu difficile pour certains enseignants de parler tout de suite de grotte ou d'oasis sans avoir mené une petite réflexion autour de la forme scolaire et de la pédagogie. Donc on a créé cet outil qui est un outil de formation, un outil d'exploration pédagogique. Donc 3 jeux que je vous présente brièvement. Le premier, il est très simple, c'est un brise-glace qui permet de se situer sur des espaces, des organisations d'aménagement pédagogique, la classe autobus ou la classe complètement déstructurée, de venir expliquer pourquoi on choisissait cet aménagement et de se projeter ensuite sur un autre type d'aménagement qui pourrait nous convenir. Donc ça permet à l'ensemble des formés de faire connaissance sans jugement et de venir voir un petit peu le panel d'espaces qui sont représentés par les formés. Ensuite, on a le possible. Et le possible permet justement d'aller voir un petit peu d'autres typologies d'espaces. Donc on part de cartes situation, les cartes avec les microzones, qui présentent justement des petits espaces où on utilise le numérique ou non, voilà, avec une légende à chaque fois. Et on demande aux personnes de choisir 6 connecteurs avec des verbes. Ces verbes ne sont pas forcément des verbes de compétences pédagogiques. On a essayé de travailler des verbes qui ont un sens un peu plus large. Vous avez ici, par exemple, guider, responsabiliser, s'aventurer, expérimenter, rêver, cultiver. Quand on a fait ce choix de connecteurs, on distribue les cartes et on demande aux personnes formées de venir déposer une microzone sous chaque verbe. Pourquoi ? Pour venir expliquer en quoi, par exemple, cette carte-là peut permettre de travailler tel ou tel verbe d'action. Donc ça vient enrichir le panel des microzones par rapport à des compétences. Derrière chacune des cartes situation, vous avez un QR code. Ce QR code renvoie soit vers des photos d'espaces existants en France, voilà, qui répondent à ces microzones, et vous avez également vous avez 20 situations en images 360 degrés. Donc ça permet de s'immerger dans les espaces, de tourner autour, de voir l'espace que ça peut prendre. En quoi ça peut aider ce kit-là ? Ça permet vraiment de venir enrichir la situation
ou le projet quand on utilise par exemple Archilab. Voilà, de se dire, bah oui, c'est vrai que là je veux un espace débat, quelle forme peut-il prendre? C'est vrai qu'en utilisant Archistart, on va venir développer un petit peu le panel des possibles. Et puis un troisième jeu qui s'appelle l'Imaginable, où là on a des cartes de métalangage qui représentent des choses un petit peu, qui sont toutes en dehors du monde scolaire en apparence, mais dans lesquelles on va pouvoir insuffler des valeurs. C'est-à-dire que moi je vais peut-être choisir par exemple l'illustration avec la ruche. Pourquoi? Parce que moi, dans mon projet de réaménagement ou de construction d'école, je veux que l'école soit une ruche où chacun va venir travailler pour la réussite de tous. Voilà. Et on vient avec des connecteurs qu'on aura choisis, construire un château de cartes des valeurs. Voilà. Donc ça peut être aussi un moment de réflexion autour des valeurs qu'on veut insuffler dans un projet pédagogique. Alors pareil, hein, cet outil est disponible dans les académies, dans les ateliers Canopé et sera à la fin de l'année disponible en ligne. Alors d'autres éléments que vous pouvez trouver sur le site Archiclass, ce sont des visites virtuelles d'espaces scolaires en France. Donc là, très intéressant aussi, vous pouvez donc vous immerger dans les espaces. Il y a tout type d'espaces, des classes primaires, des classes maternelles, des espaces éducatifs, donc des halls d'entrée, des halls d'accueil, des espaces numériques. Il y a aussi des espaces en lycée, etc. Donc une carte interactive, vous cliquez sur la balise et vous avez ensuite une vision 360. Vous pouvez vous immerger dans la salle. Vous avez des balises qui vous permettent de comprendre pourquoi ce mobilier a été choisi ou quelle dimension pédagogique on lui a donné. Et vous pouvez du coup visualiser les espaces. Évidemment, ça vous permet, alors c'est pas exactement comme si vous étiez dans l'espace, mais on se rend compte de l'organisation de l'espace. Vous avez des espaces qui peuvent être aussi très... voilà, une organisation très humble, mais qui fonctionne très bien pédagogiquement. Donc il y a vraiment de tout. Et on parlait tout à l'heure de cette idée de ne pas travailler seul. Le site Archiclass est aussi conçu pour cette mutualisation des projets, pour qu'on puisse justement aller piocher des idées à travers les visites virtuelles, à travers, on va le voir ensuite par les témoignages. Mais quand on cherche une idée ou quand on veut aménager les espaces, c'est effectivement le bon endroit où aller. Moi-même, quand j'ai dû monter des projets, c'est là que je suis allée chercher des idées et j'ai pioché des idées, parce qu'évidemment, il y a des choses intéressantes partout. On ne peut pas tout mettre en place suivant son contexte, son espace, ses besoins, ses élèves, mais en revanche, on peut se faire son petit projet personnalisé et effectivement, à chaque fois, le concevoir en fonction, faire du sur-mesure, quoi. Et donc, si vous voulez tester et voir des visites en réel, dans l'espace exposition, il y a le prestataire avec lequel nous travaillons sur ces numérisations qui pourra vous montrer un petit peu des exemples. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi énormément de témoignages. Donc, avec un système de mots-clés, vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur, on va dire. L'idée, c'est qu'il y a des témoignages de projets de tout type. Dans toute la France. À chaque fois, cela peut être des témoignages de projets très aboutis, et puis ça peut être aussi des témoignages de projets qui sont en cours, de réflexion, de travaux menés avec les élèves, de travaux, par exemple, menés avec des chefs d'établissement qui ont travaillé avec leur équipe pédagogique. Il peut y avoir différents types de projets, et c'est très intéressant, là encore, pour aller chercher des idées et pour se rendre compte comment d'autres les ont mis en place. Vous avez aussi un système de cartes qui vous permet de voir, parce que parfois on ne sait pas, mais juste à côté, il y a quelqu'un qui a travaillé d'une façon qui nous intéresse, et donc on peut aussi prendre contact avec ces personnes. Donc c'est très intéressant de pouvoir s'enrichir et se nourrir dans sa réflexion. Donc, on est toujours intéressé par de nouveaux témoignages. Donc, si vous avez un projet que vous souhaitez valoriser, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via le site Archiclass. Il y a une boîte contact ou en nous envoyant tout simplement un mail, soit à Marie, soit à moi. Voilà.